Eh ben, c'est parti, et je vais vous parler de TDD. Ah oui, alors en fait, on a répété, mais j'ai perdu le partage d'écran qu'il faut que je refasse. On va y arriver. Voilà, donc ça devrait être bon. Une petite introduction au TDD. Alors, hop, on va essayer de gérer les écrans. Donc, un grand merci à nos sponsors, comme d'habitude, sans qui nous ne serions pas là, peut-être particulièrement cette année. Je me présente rapidement. Je m'appelle Xavier Nock, je suis artisan développeur, passionné par le développement, passionné par l'agilité depuis bien longtemps. Actuellement, je suis développeur et CTO au sein de la startup Vertis. Et vous avez de quoi me contacter par mail ou par Twitter. N'hésitez pas. Et ben, j'ai essayé d'être agile sur ce coup-là en m'inspirant de ce qu'on a vu à la keynote et je vous propose un petit sondage pour commencer. Élise vous a mis le lien cliquable directement dans le chat. Et je vous propose une première petite question. Alors, si je me débrouille bien, on va voir les réponses arriver. Voilà. On va se donner quelques minutes parce que j'aimerais bien savoir un peu qui vous êtes. J'ai essayé de lister différentes possibilités. Je crois que même vous pouvez voter 2 fois. On va attendre un peu de voir. Donc, effectivement, une majorité de développeurs, c'est cool. Mais pas que, ça me fait bien plaisir. Ça me fait bien plaisir qu'il y ait des profils pas techniques qui viennent voir un peu ce que c'est que le TDD. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qu'il va falloir promouvoir au sein de vos équipes. Super, une vingtaine de votes et je vois une majorité de développeurs, des managers, des coachs et un peu de tout. C'est cool. Merci beaucoup. On est au sein d'une conférence agile. J'ai essayé de chercher une raison parmi d'autres pourquoi parler de TDD dans une conférence agile. La base de l'agilité, un des éléments importants dans l'agilité, c'est de faire du développement itératif et incrémental. Développement itératif et incrémental, ça veut dire qu'on va faire évoluer notre code au fur et à mesure, on va le retoucher et notamment on va faire du refactoring pour le rendre meilleur, plus performant et surtout lui permettre d'accepter de recevoir des nouvelles fonctionnalités. Pour faire du refactoring, il vaut mieux que notre code soit équipé de tests unitaires pour nous garantir que notre code fait toujours ce qu'il faut. Et la meilleure façon d'écrire des tests unitaires, c'est le TDD. Donc voilà, un des chemins possibles directs entre l'agilité et le TDD. Je pourrais faire le même exercice en partant de la qualité et de proche en proche, on arriverait au TDD. Idem pour l'architecture, pour du travail en équipe, pour du plaisir, c'est très important, en tout cas pour moi, le plaisir au travail. Donc voilà, tout un tas d'éléments qui nous ramènent au TDD et tout ce que le TDD va pouvoir apporter. Donc on va parler de tests unitaires. Là, je vous propose de retourner sur le même sondage pour la question suivante. Donc c'est le même lien en fait, et votre écran a dû changer avec une nouvelle question que je vous propose. Qui est de savoir pour vous, sur votre projet actuel, est-ce qu'il y a des tests unitaires? Si vous regardez votre projet principal aujourd'hui, est-ce qu'il y a des tests unitaires dessus? Est-ce qu'il y en a un peu? Est-ce qu'il y en a un peu, beaucoup, énormément, tout plein, tout plein? Donc, je vous remercie beaucoup pour c'est vraiment une expérience agile du matin et je trouve ça vraiment super cool. Donc, en tout cas, ce qu'on voit, c'est une grosse majorité un peu, il y a quand même du pas du tout, un peu une bonne quantité, et des pleins ou 100%, évidemment, il y en a beaucoup moins, donc une grosse partie de un peu. Super, c'est super chouette et je vous remercie. Donc, test unitaire, c'est quoi? Alors déjà, pour être sûr qu'on parle de la même chose, c'est du code qui teste du code. Juste en passant, Elise, si tu es là, si tu peux lancer le timer. Ça me rendra service. Du code qui teste du code, je précise ça parce que dans mes accompagnements d'équipe, je suis arrivé une fois dans une équipe qui me disait faire du test militaire et donc il m'expliquait que chaque fonctionnalité était déployée sur le serveur, était testée manuellement, mais de façon unitaire, juste cette fonctionnalité-là. Donc c'est évidemment pas de ça qu'on parle, on parle de code qui teste du code.
Un élément important pour moi lorsqu'on parle de tests unitaires, c'est cette pyramide, la pyramide des tests de Mycone, qui va découper les éléments en trois. Donc, on va retrouver les tests unitaires en bas de la pyramide, les tests d'intégration, et puis tout en haut, les tests end-to-end de bout en bout. Moi, je rajouterai les tests manuels à cette pyramide parce qu'il y en a toujours. Donc, nous, ce dont je vais parler ce matin, c'est les tests unitaires. Et pour moi, cette pyramide, elle est importante, elle est intéressante pour apporter trois messages. Le premier, c'est que les tests unitaires sont la base. Donc, c'est la base de cette pyramide, mais c'est pas qu'une image. C'est vraiment, ça doit être la base de votre batterie de tests. Et c'est par là qu'il va falloir commencer. Le deuxième élément important de cette pyramide, c'est que tous les tests sont complémentaires. Donc, idéalement, il faudrait de tout. Il faudrait des tests unitaires, des tests d'intégration plus haut niveau, des tests bout en bout et évidemment des tests manuels. Donc, idéalement, je dis bien idéalement, il faudrait de tout. Et le troisième élément important, je trouve, c'est que ça montre que les quantités vont être différentes selon les types. On va avoir énormément de tests unitaires, un peu moins de tests d'intégration et beaucoup moins de tests bout en bout. Pourquoi? Parce que plus on va monter dans cette pyramide des tests, plus les tests vont être coûteux à mettre en place et coûteux à maintenir. Des tests bout en bout, avec des choses comme Selenium ou plus récemment Cypress ou du Cucumber, des choses comme ça, qui vont tester votre application, pourquoi pas en cliquant sur les écrans, en enchaînant les clics, etc. C'est des tests qui sont coûteux à mettre en place et qui sont coûteux à maintenir. Donc on en aura beaucoup moins que des tests unitaires. Certains donnent un facteur 10, voire plus, entre chaque étage. Donc, pour disons, 100 tests unitaires ou plus, je vais avoir 10 ou 100 tests d'intégration et 1 à 10 tests bout en bout. Le principe, quelques principes de base pour les tests unitaires. Donc, d'abord, les tests, ils doivent être indépendants les uns des autres. C'est-à-dire que si je prends un exemple de code qui accède à une base de données, je vais avoir une méthode d'écriture dans la base de données, une méthode de lecture, et donc je ne vais pas écrire mon test de lecture en partant du principe que le test d'écriture s'est exécuté juste avant et qu'il a mis des données dans la base. Donc mon test de lecture doit être totalement indépendant et je dois pouvoir le jouer tout seul. Ça veut dire que ce test, il va commencer par mettre des données en base, appeler le code qui lit ces données, vérifier qu'on récupère bien les données qu'on a mis à la main dans la base. Donc, ils doivent être indépendants les uns des autres. Ils doivent être répétables. Si je prends le même exemple, lorsque j'ai du code qui permet d'écrire dans la base de données, je dois pouvoir exécuter 2 fois ce test et pas me retrouver la deuxième fois avec un problème de clé primaire ou de choses comme ça. Donc, chaque test doit être répétable une ou plusieurs fois. Ils doivent être automatisables pour aller dans l'intégration continue. Ça veut dire que ces tests, ils doivent s'exécuter sur mon poste, mais aussi sur n'importe quel poste de mes collègues et bien sûr sur le serveur d'intégration continue. Donc, ça veut notamment dire que il ne faut pas qu'on ait besoin de se connecter à une base de données spécifique, ou alors il va falloir qu'elle soit là, qu'elle soit joignable, ou se connecter à des équipements, par exemple. Ces tests, ils doivent être rapides. Donc, par exemple, quelques secondes pour un ensemble de classes sur des tests sur une classe, par exemple, si on parle en Java. Donc, si on a une classe Java avec une batterie de quelques tests ou quelques dizaines de tests sur cette classe, et ça doit mettre très peu de temps. Pourquoi? Parce qu'on va se retrouver avec des centaines de tests unitaires, et donc il faut que ce soit rapide pour avoir du retour rapide. Si ces tests ils sont trop longs à exécuter, je vais avoir la flemme de les lancer parce que ça va prendre du temps. Et puis quand ça va partir sur l'intégration continue, ça va mettre trop de temps à revenir vers moi pour me dire qu'il y a quelque chose que j'ai cassé. Donc ils doivent être rapides. Et il y a des solutions pour les rendre plus rapides. Et bien sûr, les tests, ils doivent être lisibles. Le code, il doit être soigné autant que le code de production. Effectivement, je vois Elise qui précise dans le chat. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser au fur et à mesure dans le chat. Et puis, Elise m'aidera à les revoir à la fin. Donc, quelques règles pour les tests unitaires. Un test pour un cas. Ce que je veux dire par là, c'est de ne pas faire des scénarios. Lorsque j'ai découvert les tests unitaires il y a plusieurs années, je me suis un peu emballé, je me suis retrouvé à faire des scénarios. Donc, c'est-à-dire un test qui prépare, qui exécute une action, vérification, une autre action, une autre vérification, etc. Et ça enchaîne. Le problème d'un test comme ça, c'est que s'il casse,
à la fin, eh ben, on n'est pas sûr que ce soit la dernière action ou une action ou l'enchaînement des actions qui est amené à ce problème-là. Donc, il faut éviter les scénarios. Et ça, pour ça, ça veut dire qu'on a une architecture qui permet de mettre notre système dans un cas, dans un état donné, exécuter une action et vérifier le résultat. Je vous conseille de vous focaliser sur les situations courantes, c'est-à-dire déjà le traitement nominal. Je suis arrivé une fois dans une équipe, ils avaient quelques tests unitaires et en fait, ils n'avaient que des tests d'erreurs et de traitement d'erreurs. Ils appelaient leur code avec tout un tas de mauvais paramètres, etc. Ils vérifiaient que ça remontait des exceptions, c'était en Java. Par contre, il n'y avait pas un seul test sur au moins un cas nominal. Et pourquoi? Parce que leur architecture n'était pas testable. Mais donc, se focaliser sur au moins avoir un ou deux tests sur le cas nominal, éventuellement sur les cas d'erreur s'ils peuvent arriver. Et puis une structuration, je vais le montrer dans la démonstration qui va suivre, structuration avec préparation, la phase de préparation, une action et des vérifications. Et bien sûr, il va falloir maintenir les tests, ne jamais les supprimer. On travaille en équipe. Si j'écris du nouveau code qui casse ou qui abîme d'autres tests, même si ce n'est pas moi qui les ai écrits, ben, je vais faire en sorte de maintenir ces tests et de ne pas les supprimer. Alors, le TDD, on va passer au TDD. Je vous propose de nouveau un petit sondage, toujours sur la même page, avec la question qui est de savoir si vous pratiquez le TDD. Pas du tout. Est-ce que vous avez essayé un peu, mais vous avez galéré? Est-ce que vous en faites un petit peu? Est-ce que vous en faites très souvent? Ou alors, vous ne faites que ça et vous codez essentiellement avec du TDD? Ah, alors là, il n'y a pas trop photo. Ah oui, je vais pouvoir vous afficher le résultat. De toute façon, vous devez le voir en même temps. Donc là, pas trop de surprises sur les 22 votes. Énormément de pas du tout. Et donc, je suis très content que vous soyez là. C'est quelque chose c'est une chose à laquelle il va falloir remédier. Donc, très peu de tests. Je vois quand même quelques personnes qui en font très souvent. Donc ça, c'est cool. Et quelques-uns qui ne font que ça aussi, bravo. Alors, le TDD, c'est quoi? TDD, ça veut dire Test Driven Development, ça veut dire qu'on peut le traduire en développement piloté par les tests. L'idée, ça va être d'écrire des tests avant le code de production. Je tiens à préciser que c'est une technique, c'est une façon de faire. J'ai mis différents des tests unitaires. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on regarde du code, on peut voir s'il y a ou pas des tests unitaires. Et dans l'absolu, on ne peut pas forcément dire, on ne peut pas dire si ça a été écrit en TDD ou pas. Donc les tests unitaires, c'est le résultat, c'est quelque chose qui est là et qui va rester. Le TDD, c'est vraiment une façon de faire, c'est une technique qui consiste à écrire les tests d'abord, mais pas que. Ça a beaucoup d'autres avantages et implications, mais on va surtout voir la base aujourd'hui, donc les tests d'abord. Et c'est un état d'esprit. Donc ça, c'est peut-être une des difficultés, on y reviendra à la fin. C'est vraiment un état d'esprit, une façon d'aborder notre quotidien de développeur. Le TDD, ça se base sur un cycle en 3 phases. La première phase, la phase rouge, qui consiste à écrire un test. Donc on écrit un test qui ne passe pas pour de bonnes raisons. Je vous le montrerai tout à l'heure. Mais c'est très important. La phrase est très courte, mais c'est 2 choses. Le test ne doit pas passer. Et quand je dis pour de bonnes raisons, c'est qu'en général, on s'attend à ce que le test ne passe pas et on s'attend au type de résultat qu'on va avoir qui n'est pas celui exprimé par le test. On n'a pas encore implémenté le code, donc on s'imagine la raison pour laquelle le test ne passe pas. C'est très important que le test ne passe pas. Si le test passe, il y a essentiellement 2 raisons. La première, c'est que ce test est redondant avec un test déjà existant. C'est-à-dire que le test qu'on vient de rajouter, imaginons, j'ai déjà écrit 5-6 tests et j'en rajoute un et il passe. Soit ce test est redondant avec un test que j'ai déjà écrit, donc je peux le jeter, il ne sert à rien. Soit ce test est déjà couvert, c'est-à-dire que j'ai déjà écrit le code de production pour faire passer ce test. Ça, c'est quelque chose qui doit vous alerter, surtout dans une phase de découverte et de montée en compétence sur le TDD. Si votre test passe et que vous avez déjà écrit le code, c'est que vous n'avez pas scrupuleusement respecté le cycle du TDD. Donc ça, c'est un petit avertisseur pour s'améliorer. Ensuite, la phase verte, il va falloir faire passer ce test, donc avec le code minimum pour faire passer ce test au plus vite. Et au plus vite, ça c'est important.
Pourquoi? Parce que lorsqu'on développe, lorsqu'on écrit du code, eh ben, on ne peut pas à la fois écrire du code qui marche et qui soit beau, propre, efficace. Donc, on va déjà commencer par du code qui marche et on verra après pour l'améliorer. Et quand je mets minimum entre guillemets, j'y reviendrai tout à l'heure dans la démonstration, pour le dire autrement, de deux façons, j'ajouterai du code minimum en toute intelligence, on le verra tout à l'heure dans la démo. Une autre façon de dire ça, c'est que on ne doit pas écrire du code de production qui n'est pas là pour répondre aux tests qu'on essaie de faire passer. Le code que je vais écrire à ce moment-là ne doit être là que pour faire passer ce test. Et je ne vais notamment pas rajouter un petit if au cas où pour prévoir un cas si jamais. Non, on doit répondre. Et ce if-là, il doit être amené par un test. Et j'écrirai un test plus tard pour m'amener à écrire ce if si c'est nécessaire. Et ensuite, la troisième phase, la phase de refactoring, très importante à ne pas oublier, qu'on oublie souvent. Et de tout de suite, le petit bout de code, on vient d'écrire un test, on vient de le faire passer, et tout de suite, on refactor tout de suite ce petit bout de code pour le rendre meilleur. Donc, du remaniement, du refactoring, on peut mettre au propre, on peut améliorer le nommage, faire de la factorisation, de l'optimisation, pourquoi pas, revoir son algorithme. Et là, on a l'avantage, c'est que notre voyant était vert sur tous les tests qu'on a écrits jusque-là, et le voyant va rester vert. Alors, deux éléments sur lesquels je veux mettre le focus, c'est le quoi plutôt que le comment. Je vous invite vraiment, c'est important lorsqu'on fait du TDD, à se poser la question du quoi, c'est-à-dire qu'est-ce que ce code doit faire en essayant d'oublier le comment. Et souvent, les développeurs sont freinés par le tout de suite de se dire mais comment je vais faire ça. Moi, j'ai fait, il y a plusieurs années, j'ai développé une application de thermique en bâtiment avec des architectes, des algorithmes auxquels je ne connaissais rien. Et j'ai basé tous mes tests sur vraiment le quoi, le résultat à obtenir. Et puis, petit à petit, j'ai réussi à implémenter ces algorithmes à partir des résultats numériques que j'avais. Un autre point sur lequel je veux insister aussi, c'est l'approche par l'usage, ce que j'appelle l'usage. C'est partez vraiment toujours de l'endroit où vous allez utiliser votre code, que ce soit en TDD, mais même dans d'autres situations, plutôt que d'aller créer une méthode dans la classe que vous êtes en train d'utiliser, plutôt que d'aller créer cette méthode pour venir l'utiliser dans votre code ou dans votre test, commencez par écrire l'appel à cette méthode qui n'existe pas encore. Un autre exemple, je binômais il y a quelques années avec un copain. On faisait du calcul de prix avec de la TVA, des remises, différents taux de TVA, des remises clients, des réductions, etc. Et je lui disais, ce serait cool qu'on puisse avoir une API fluent, c'est-à-dire qu'on enchaîne l'appel à des fonctions avec telle quantité, avec tel prix unitaire, avec telle taxe, avec telle remise. Alors, donne-moi le prix brut. Et mon copain qui me dit, oui, mais comment on va coder ça? Je dis, peu importe, ce serait cool qu'on puisse utiliser notre code comme ça. Il m'a dit oui, mais je dis, allons-y, faisons-le comme ça. On a écrit notre test comme ça et on a trouvé des solutions pour écrire notre API Fluent par la suite. Je ne peux pas vous parler de tests unitaires sans vous parler de mock. En tout cas, c'est ma vision. Donc, pour parler un peu des mocks, imaginons qu'on a une classe à tester. J'ai une classe à tester. Cette classe, elle fait quoi? Elle fait récupération de données auprès d'une base de données qui est sur le côté. Elle va filtrer ces données, elle va un peu les agréger, et puis elle va les émettre, elle va les envoyer vers un système extérieur. Un principe important, c'est une classe, un rôle, on va le mentionner après. Et donc, la question est assez facile, est-ce que ma classe a un rôle? Et là, vous voyez que si je liste les rôles de cette classe, il y en a plusieurs, il y en a 4. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper cette classe en plusieurs classes. Donc, j'ai toujours ma classe à tester qui est au milieu. Et cette classe, elle va appeler un collaborateur qui va récupérer les données en base. Ensuite, elle va appeler un autre collaborateur en lui donnant ces données pour qu'il les filtre, un autre pour qu'il les agrège, et ensuite les missions. Et donc, pour tester cette classe ici, je vais vouloir isoler cette classe-là de ses collaborateurs. Pourquoi? Pour être sûr que si mes tests échouent, par exemple, ou sont cassés à l'avenir, que je sois sûr que le problème vient de cette classe-là et pas des collaborateurs. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer ces autres collaborateurs par des mocks. Donc, un mock pour le DAO, un mock pour le filtrage, pour l'agrégation et pour l'émission. Et donc, du coup, je vais pouvoir tester cette classe-là en remplaçant par des mocks. Les mocks sont des objets auxquels on peut donner du comportement. Donc, ce DAO, par exemple, on va lui dire, lorsqu'on t'appelle telle fonction pour récupérer les données, tu renvoies un jeu de données bidon pour notre test. Et puis, on va pouvoir vérifier du fonctionnement qu'il y a eu sur ces mocks. Par exemple, le mock d'émission sur la droite, lui, on va pouvoir, à la fin du test, lui dire « Je veux vérifier qu'on t'a bien appelé la méthode de transmission des données ».
Et bien sûr, les collaborateurs que j'ai mis de côté pour l'instant, et ben ensuite, eux, on va les tester unitairement, chacun, notamment le DO avec une base de données en mémoire, etc. Donc en résumé, une classe, un rôle, ça c'est très important. Donc on va faire émerger des collaborateurs. On va remplacer les collaborateurs par défaut pour leur donner du comportement, pour vérifier leurs interactions. Donc les mocks vont nous permettre de tester une classe en maîtrisant son contexte par rapport à ses collaborateurs. Alors, un petit schéma pour se répondre à la question de moquer quand. Si j'ai un système comme celui-là, avec des interactions en bas vers l'extérieur, j'ai des interactions vers des systèmes bizarres ou des barrières de parking, par exemple. Ça va pas pouvoir être testé. On va, en fait, l'idée, c'est de mettre des mocks à tout ce qui est à la limite de l'extérieur, tout ce qui communique avec l'extérieur. Ça, on va être obligé de le moquer. Moi, j'ai une approche moquiste. Je vais avoir tendance à moquer aussi tous les objets intermédiaires pour pouvoir tester, par exemple, cette classe du haut en moquant, comme on vient de voir, tous ses collaborateurs. Et puis, d'autres classes, comme des classes utilitaires, par exemple, sur le côté ici, que je ne vais a priori pas moquer. Alors, une petite démo, puisque je ne l'ai pas dit, mais l'essentiel, c'était surtout de vous montrer le TDD en action. C'était ça le but. Donc, un petit exemple de calcul de prix. Calcul de prix très simple, et c'est vraiment un exemple basique, mais c'est pour vous montrer la mise en œuvre du TDD à partir de rien. Merci Jean, j'ai vu. Alors, un petit exemple de calcul de prix. Donc, j'ai mon product owner qui me demande de développer un calcul de prix pour notre application en ligne. Et donc, il me donne deux exemples chiffrés. Donc, 3 articles à 1,21 € avec une taxe de 0%. Il m'a donné l'exemple chiffré et je dois fournir une chaîne de caractères qui va s'afficher sur la caisse. Et bien, c'est parti. Donc, je suis ici sous mon éditeur que vous devez voir. La gauche est un peu petite, je zoomerai le milieu, ce n'est pas le plus important. Donc, TDD, eh ben, je pars d'une classe de test. Donc, je vais calculer, je vais faire alors, je développe en anglais d'informaticien français. Donc, c'est du pseudo-anglais qui devrait se comprendre. Donc, je vais développer un pricer et je vous fais une démo en Java. Donc, les habitudes, c'est de finir le nom de la classe par test. Donc, je crée une classe de test, pricer test, et je vais créer un premier test. Et ce premier test qui doit should calculate. Donc, calculate, alors je suis désolé, avec l'effet démo, on perd ses touches. Without tax. Donc, je vous ai dit 3 phases très importantes. La préparation, une action, et ensuite des vérifications. Il peut y en avoir plusieurs. Donc ça, c'est très important de structurer vos tests comme ça. Préparation, action, vérification. La deuxième chose que je veux vous montrer, qui est très importante, c'est de commencer par l'action. En fait, l'action, c'est le point crucial, c'est le plus important de ce test. Et cette action, c'est quoi? C'est que j'aimerais avoir un objet pricer sur lequel je lui dise eh ben, calculate, tout simplement. J'ai 3 articles à 1,21 € avec une taxe de 0. Et puis ça, j'aimerais que ça me donne une string que je vais appeler price. Voilà. Donc là, je vais vite. C'est un exercice que j'ai évidemment préparé, mais c'est la phase où on va se poser les questions sur exactement ce qu'on veut faire. Et puis, comme je le disais, par l'usage. C'est-à-dire tout de suite, ce code qui n'existe pas, de se dire comment ce code, j'aimerais qu'il se présente. Voilà. Ben, moi, j'aimerais qu'il se présente comme ça, un objet pricer, et puis je l'appelle avec une méthode calculée. Je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais on pourrait faire l'exercice avec une API Fluent ici, ce serait intéressant. Donc ça, c'est le premier point important, de commencer par l'action. Là, j'ai déjà mis en œuvre beaucoup de réflexions pour arriver à ça. Ensuite, on va tout de suite exprimer les vérifications. Donc, on va faire, excusez-moi, donc assert that, et on va vérifier que ce prix is equal to, et donc le prix que m'a donné mon product owner, 3,63 €. Voilà. Et là, j'ai fait le plus dur, j'ai réfléchi à l'action telle qu'elle devrait être et le résultat. Et maintenant, je n'ai plus qu'à suivre le rouge. Donc, vous voyez cette phase rouge du cycle du TDD, elle se développe souvent en 2 phases. La première, c'est de réfléchir et d'écrire le test, tout le test, et puis ensuite de
compile pour pouvoir la lancer. Donc là, j'ai l'IDE, l'éditeur qui va m'aider, qui va me proposer de faire une variable locale que je vais appeler tracer égale new tracer. Voilà, donc je l'ai initialisé. Là, j'ai fini, j'ai à peu près écrit tout mon test. Vous voyez qu'il y a du rouge, je n'ai encore pas créé le code qui va bien, mais au moins, j'ai écrit tout mon test de A à Z. Et ça, je vous incite vraiment à le faire, plutôt que, souvent, ce que je vois, c'est de commencer par cette première ligne-là, aller créer tout de suite la classe qui correspond pour se rassurer. Voilà, je pense avoir écrit mon test, je pense qu'il est bon. Je n'ai plus qu'à le faire passer. Donc l'IDE, l'éditeur me permet de créer une classe directement. Il me propose de créer une méthode. Cette méthode, il a compris que ça renvoie une string. Ça prend un int, un double, un autre int, et ça renvoie nul pour commencer. C'est très bien. Donc là, je vois que ça compile. Et donc, je vais pouvoir lancer tous mes tests. Hop, et donc je run, je lance mes tests unitaires. Donc ce premier test, et comme je vous ai dit, ce test ne doit pas passer pour de bonnes raisons. Donc là, en l'occurrence, je sais qu'il ne va pas passer puisqu'il n'y a pas de code existant. Et donc j'espère que vous voyez bien. C'est vrai que j'aurais pu zoomer un peu ce code-là. Voilà, peut-être c'est mieux comme ça. Et donc là, on voit qu'on a 363, qu'on attend 363 et qu'on a nul, c'est normal, je n'ai pas fait passer mon test. Donc je viens de terminer ma phase de rouge. Ensuite, le but, c'est de faire passer ce test au plus vite. Ce que je vous ai dit, c'était au plus vite. Donc, et en toute intelligence. Alors, quand je disais tout à l'heure le code minimum, ici, on pourrait dire, si je renvoie directement la chaîne 363 €, oui, le test, il va passer. Par contre, je sais que ce n'est pas ça qu'il faut faire. En plus, si je fais ça, il va falloir que j'écrive un autre test presque identique pour juste me montrer que 363, ça ne marche pas toujours. Et ça, je le sais. Donc, je sais en toute intelligence que ici, je dois faire la multiplication et puis que je dois rajouter derrière le euro. Donc, j'essaye de faire passer mon test rapidement, je pense que ça doit être bon, et je relance mes tests. Donc, mes tests se relancent, et ça ne passe pas, et je m'aperçois quoi? Je m'aperçois que j'ai oublié un espace. Donc, vous voyez qu'un des intérêts aussi, c'est que tout de suite, je viens à peine d'écrire ce code, et tout de suite, j'ai tout de suite une boucle de feedback, un retour, qui m'indique que j'ai oublié cet espace ici, que je vais pouvoir corriger. Donc, je relance mes tests pour vérifier. Est-ce que mon raccourci marche? Oui. Ma machine est un peu lente, je suis désolé. Et mon test est passé. Et donc, tout de suite, avant d'oublier, la phase de refactoring. Donc, je viens de faire passer mon test au plus vite. Et maintenant, une petite phase de refactoring. Donc, je vais renommer cette partie-là qui est la quantité. Ensuite, cette partie-là qui est le unit price. Et puis, le dernier paramètre qui va me servir juste après, c'est la taxe. Voilà. Ça me semble correct comme code. Et si je reviens voir dans mon code de production, je vois que j'ai un import qui ne sert pas en haut, donc on va l'enlever. Normalement, j'ai un raccourci qui ne marche pas. Et puis, comme les commentaires, ça ne sert à rien et que vous avez compris, je vais pouvoir enlever mes commentaires, faire un petit import statique là-dessus pour limiter, et voilà, garder le minimum. Voilà. Et j'ai gardé le minimum, mon test, mon premier test qui passe, et je peux vérifier, après ce petit refactoring, alors c'est un refactoring assez simple, donc forcément, mon test marche toujours. Voilà, et mon test a été relancé et il passe. Donc, je vais pouvoir passer au deuxième test. Donc, le deuxième test, c'était la même chose avec 5% et j'ai un prix de 3,81. Donc, je duplique mon test. J'écris un deuxième test. Vous voyez que j'avance vraiment test par test, un cas à la fois. Donc, 5%, je vérifie bien. Alors, c'est important aussi de bien vérifier que mes données sont bonnes et que je ne me suis pas trompé, sinon je ne vais jamais réussir à faire passer mon test. Donc voilà, je viens d'écrire mon test, ça c'est la phase rouge du deuxième test, vous voyez qu'elle était beaucoup plus rapide que le premier. Je lance mon test, je vérifie qu'il ne passe pas et pour de bonnes raisons. Alors les bonnes raisons, c'est que je devrais avoir 3,63 puisque je n'ai pas implémenté la prise en compte de la taxe. Et donc effectivement, mon test ne passe pas parce que je n'ai pas mis la taxe, j'ai 3,63. Donc j'ai fini ma phase rouge et donc rapidement, je vais aller faire passer ce test. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier ça par 1 plus, alors là, j'essaie de le faire passer au plus vite. Donc, la taxe, c'est un pourcentage. J'essaye un petit calcul comme ça. Est-ce que ça marche? Ça devrait être pas loin du résultat.
Je pense que ça devrait marcher. Ah non, ça ne marche pas. Alors j'ai un petit problème d'arrondi. Donc vous voyez que je suis pas loin, 3,81, mais j'ai un petit problème d'arrondi ici. Donc je vais essayer de toujours l'idée d'aller vite. Donc je vais essayer de résoudre ce problème d'arrondi. Donc tout ce qui est dans cette parenthèse-là, je vais le multiplier par 100. Je vais en prendre la partie entière, en castant en int devant. Et puis je vais rediviser par 100. Est-ce que ça pourrait marcher? Donc je relance mon test. Et oui, c'est passé. Mon test est vert. Donc là, j'ai réussi à faire passer ce deuxième test qui s'annonçait très simple et qui était un peu plus compliqué avec ce problème d'arrondi. Et donc, je n'oublie pas tout de suite la phase de refactoring. Donc, sur ce code de production, je me dis que ce n'est pas forcément très lisible. Alors, je vous invite à lire le bouquin Clean Code de Bob Martin, en français codé proprement. Il existe aussi en français, où il déconseille l'usage des variables locales, sauf, et c'est le cas ici, par exemple, pour améliorer la lisibilité. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais extraire ça dans une variable locale. Je vais appeler ça raw price, le prix brut. Ensuite, toute cette partie-là, je vais le mettre dans une variable en disant que ça, c'est le price with tax. Et puis, ce truc-là qui me reste, ça, je vais le mettre dans une méthode que je vais appeler round. Voilà. Et donc, peu importe ce qui est en dessous, finalement, mais ce qui m'intéresse, c'est que cette partie, le début de ma classe, soit le plus lisible possible. Donc, j'ai mon prix brut, mon prix avec taxe, et ensuite, l'arrondi. Donc, je vérifie, et je vérifie que mes tests passent toujours. Et c'est bon, mes tests passent toujours. Donc, je suis super content, j'ai livré ça, et mon product owner revient me voir, il me dit « Ah, Xavier, il y a un petit problème. Avec ton code, quand je mets 20%, je devrais avoir 4,36. » Eh bien, qu'à cela ne tienne, on va aller dans les tests unitaires, et puis on va rajouter un troisième test avec ce cas-là, puisqu'il m'a donné un taxe, donc une taxe de 20, donc on va dire avec 20%, et lui me dit que ça devrait faire 4,36. Donc, moi je suis assez confiant, parce que j'ai quand même écrit ça avec des bons tests, etc., donc je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas. Donc on va vérifier tout de suite. Ah, effectivement, mon test ne passe pas, et je vois qu'au lieu d'avoir 4,36, on a 4,35, donc je vois que j'ai un petit problème sur mon arrondi. Donc vous voyez que j'ai écrit un nouveau test qui ne passe pas. Je vais essayer de le faire passer au plus vite. Alors, au plus vite, je vais par exemple rajouter 0,5 ici, puisque c'est un petit problème d'arrondi. Si je rajoute 0,5 ici, je relance mes tests, et cette fois, mes tests sont passés. Donc, ça, c'est ce que j'appelle de la correction pilotée par les tests. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très sympa lorsque on commence à avoir une bonne batterie de tests, et lorsque des problèmes ou des bugs sont repérés, on peut facilement les identifier, les tester en réécrivant un test sur ce cas précis. Je n'oublie pas le refactoring. Donc, avec ce que je viens de rajouter, ça me convient très bien. Par contre, là, je vois qu'il y a une petite duplication, c'est le pricer qui est recalculé, qui est réutilisé à chaque fois. Et je me dis que je pourrais le faire une seule fois ici. Donc, je vais essayer sur un cas. Ça aussi, c'est quelque chose que je vous propose qui est intéressant à faire. Dans des phases de refactoring ou d'amélioration, d'y aller un cas petit à petit. Donc là, je vérifie mon idée de le mettre en général sur un test. Et je vois que ça passe. Donc du coup, je suis assez confiant maintenant. Je me dis que je dois pouvoir l'enlever des autres tests. Ça fera toujours ça de code moins à lire dans les tests, parce que finalement, cette initialisation, elle n'est pas très intéressante. Et j'essaie de laisser dans les tests ce qui est le plus intéressant. Et mes tests passent toujours. Je surveille le temps, qui est passé très vite. Je vais vous faire une petite démonstration quand même pour la remise. Donc, imaginons, on a une remise à faire de 3%. Donc, vous l'avez compris, c'est assez simple. On va dupliquer encore notre test. Donc, le text with discount over 1000. Et donc, je reprends les cas donnés par mon product owner. Donc, une quantité de 5, un prix de 345, une taxe à 10,
Et ça doit me donner 1840, 58. 1840,58. Voilà. Donc, je réexécute mon test. Donc, comme d'habitude, ce test, je vérifie qu'il ne passe pas pour de bonnes raisons. Donc, la bonne raison, c'est que je devrais avoir plus que ce montant-là, puisque je n'ai pas mis en œuvre la réduction. Et effectivement, j'ai plus. J'ai 1987. Donc, je vais essayer de la faire passer rapidement. Et donc, ce que je vais dire, c'est que si ce prix-là est supérieur ou égal à 1000, alors je vais le multiplier égal par 0,97 pour essayer de faire une réduction et voir si mon test passe. Donc, toujours l'idée d'essayer de le faire passer rapidement. Voilà. Et mon test passe. Je pense que je vais en rester là. Je finirai le code, j'irai au bout de l'exercice. Je vous montre les 2 étapes qui me restaient derrière. C'était de vous montrer une remise à 5%, simplement, et puis des petites optimisations sur le code pour rendre le code plus lisible. Je vois que le temps passe et je voudrais garder du temps pour quelques slides de conclusion et éventuellement prendre quelques questions. Voilà, j'espère que donc cette introduction vraiment rapide au TDD, c'est vraiment très, très basique. Souvent, le TDD est aperçu comme quelque chose de compliqué, notamment pour ceux qui ont essayé. J'ai vu qu'il y en a qui avaient répondu qu'ils avaient essayé. Alors, c'est quoi le problème? En fait, déjà, j'ai dit tout à l'heure, c'est un état d'esprit. Ensuite, c'est un apprentissage qui est long et qui est difficile. C'est ce que je dis maintenant. Le TDD, c'est quelque chose d'assez simple à comprendre. Là, je vous ai montré, et je pense que le principe est simple à comprendre. Par contre, c'est assez long pour vraiment monter en compétence. C'est un investissement personnel et collectif de l'équipe. Donc personnel parce qu'il va falloir investir personnellement dans votre travail, et pourquoi pas en dehors de votre temps de travail pour vous y mettre, pour vous entraîner, pour monter en compétence, et aussi collectif parce qu'il va falloir le faire avec toute l'équipe. Un frein aussi, c'est qu'il y a souvent une impression de surcoût par l'entourage, notamment le manager, des gens qui tournent autour de l'équipe, voire même le commercial dans les sociétés de services, qui vendent avec ou sans les tests unitaires. Donc une impression de surcoût. Moi, mon retour d'expérience, c'est qu'aujourd'hui, et depuis pas mal d'années, je travaille beaucoup plus vite avec des tests unitaires que sans. Vous l'avez vu, par exemple, notamment parce que ça me permet de tout de suite être serein sur mon code et tout de suite éviter des fois des petites erreurs bêtes dont je me serais rendu compte bien plus tard. Il faut aussi savoir par où commencer, ce n'est pas évident. Les erreurs, souvent que j'observe, c'est de commencer sur du code existant. De vous dire, demain, OK, je prends mon code qui existe, là, et je rajoute des tests dessus. C'est le plus difficile. Une autre erreur, c'est de ne pas suivre rigoureusement le cycle du TDD, d'écrire trop de tests à la fois, d'écrire des tests trop gros, trop complexes. À ce moment-là, c'est votre architecture qu'il va falloir revoir. Et une autre erreur, c'est qu'il n'y ait pas de démarche collective de l'équipe ou d'entretien des tests ou du soutien du management. C'est vraiment une démarche qui doit être collective par l'équipe et plus largement. Et puis, ça n'empêche pas qu'il faut quand même une vision globale de l'architecture qui ne va pas être amenée par le TDD. Et une autre erreur aussi, ou un frein, ça peut être le manque de compétences. J'ai fait, il y a quelques années, une mission en Scala, et je me suis retrouvé vraiment très mal à l'aise parce que j'étais très à l'aise en TDD et pas du tout en Scala, pas du tout dans le framework de test. Et ça a vraiment été une galère pour moi. Donc, il faut aussi avoir de la compétence sur le langage et les outils. Alors, quelques conseils. Commencez sur du code nouveau, c'est possible. Vous en écrivez tous les jours. Sur des cas faciles, commencez par de l'algorithmie, comme je l'ai fait aujourd'hui, pour éviter d'avoir à tout de suite mettre en œuvre les mocks. Donc, sur des choses, des classes sur lesquelles on va donner des données d'entrée et récupérer quelque chose en sortie. C'est ce qu'il y a de plus facile. S'y mettre progressivement, avoir une approche collective, faire du pair programming, du travail en équipe. S'entraîner à des dojos, des katas, c'est-à-dire on prend un exercice, reprenez l'exercice que je vous propose aujourd'hui, refaites-le tout seul chez vous, refaites-le en équipe, faites un dojo entre midi et 2 avec vos collègues, même en visio, ça peut se faire. Et puis quand le confinement et tout ça sera terminé, de refaire des dojos. Sur Grenoble, il y a plusieurs dojos qui existent, donc de trouver un et d'y aller. Et puis, ce qui peut aider aussi, c'est de se faire former et de se faire accompagner éventuellement par un intervenant extérieur, ça peut aider. Voilà, je vous remercie. Je fais de la formation et de l'accompagnement aussi. Je fais aussi ce qu'on appelle des BBL, des Brown Bag Lunch.
n'hésitez pas à me contacter. Le principe étant, par exemple, que je reviens faire cette présentation en échange d'un sandwich. Alors ça, c'est quand on est en présentiel, mais sinon, même à distance, ce sera avec plaisir de refaire ça pour votre équipe ou pour vos managers. Et la page du ROTI, vous avez le lien dans le chat et je vous remercie. Et il reste peut-être quelques minutes. Élise, il y a des questions. Tout à fait, il y en a quelques-unes. On n'aura sûrement pas le temps de tout répondre, mais... Non. Alors, première question. Quoi tester sur des composants visuels? Ah, le grand test, la grande question du visuel. Alors, pour répondre par une réponse qui n'en sera pas une à ceux qui se posent cette question-là, déjà, avant de vous poser la question du visuel ou des bases de données ou des connexions NAPI, etc., il y a déjà tout un tas d'autres codes qui peuvent être faits de façon assez simple sur du code JavaScript pur ou autre. Donc, n'hésitez pas déjà à commencer sur ce code-là. Et pour répondre à ce qui est sur le visuel, il y a des solutions qui existent. Moi, aujourd'hui, ce que je conseille, c'est de séparer au maximum le rendu visuel du code métier. Ne mettez pas de logique métier dans vos composants React ou autres. Essayez de le sortir. Si vous faites du Redux, par exemple, vous allez sortir tout un tas de logique dans du pur JavaScript et ça se teste. Ensuite, il y a des solutions, mais on s'éloigne un peu du TDD. Et pour répondre très rapidement, moi, aujourd'hui, nos composants sont couverts, sont développés avec Storybook, que j'ai relié au test unitaire juste pour éviter la régression. Mais ce n'est pas du TDD tel qu'on l'entend là. Merci. Question suivante. Est-il possible d'avoir un exemple sur un cas d'interface externe, par exemple un DAO ou une API? Alors, je ne sais pas si tu peux répondre rapidement. Alors, la réponse, elle va se ressembler un peu. Alors, dans le cas d'une base de données, il y a des solutions, par exemple, qui existent. En tout cas, l'idée, c'est de monter une base de données en mémoire. Donc, trouver par rapport à votre langage, à votre framework, il y a des solutions aujourd'hui, depuis des années, des solutions pour, au début du test, démarrer une petite base de données en mémoire qui va être très léger, ça va être rapide. Et l'idée, ça va être de tester, de pouvoir éventuellement tester notre DAO. Après, ce qu'il faut aussi, c'est rendre cette partie extérieure. Souvenez-vous le schéma que j'ai montré tout à l'heure avec des connexions vers l'extérieur. Toutes ces briques qui communiquent avec l'extérieur, faire en sorte qu'elles soient le plus petites possible. Donc, si c'est un DAO, qu'il soit vraiment le minimaliste possible. Soit vous n'arrivez pas à le tester tout de suite et vous le ferez plus tard, soit vous y arrivez et tant mieux. En tout cas, l'idée, c'est d'éviter de mettre dedans trop de logique métier. Cette logique métier, on va la sortir dans d'autres objets qui, eux, vont pouvoir utiliser un mock de ce DAO. Donc, l'idée, c'est vraiment de séparer au plus possible, de repousser le plus loin vers l'extérieur tout ce qu'on ne va pas savoir tester. OK. J'essaie de répondre vite. Oui. Question suivante. En partant uniquement des résultats du test, peut-on s'assurer qu'une méthode fait bien l'intégralité de ce qu'on veut et pas juste la réponse au test? Alors, est-ce que je vais bien comprendre la question? Je ne suis pas sûre d'avoir compris non plus. Donc Après, peut-être la question, c'est est-ce que les tests vont suffire à me garantir que ma méthode fait tout ce qu'elle doit et tout ce qu'il faut? Moi, j'aurais tendance à dire oui. De mon expérience, aujourd'hui, au quotidien, lorsque je développe une classe en TDD, au final, cette classe, elle fait ce qu'il faut parce que juste, je me suis posé les questions du côté du test. Aujourd'hui, souvent, le développeur, sûrement que quelqu'un se pose cette question-là parce qu'il se dit, OK, je vois cette classe-là, tout ce qu'elle devrait faire. Mais en fait, tout ce que vous imaginez que cette classe doit faire, entre guillemets, il suffit de reporter ça dans vos tests et de partir des tests. Et tout ce que vous n'exprimez pas dans le test, votre classe ne le fera pas si vous êtes en pur TDD, et c'est ce qu'il faut. Et c'est pas grave si vous oubliez quelque chose, si vous vous rendez compte par la suite que vous avez oublié quelque chose, vous avez oublié un cas, c'est pas un problème. Vous viendrez rajouter un test et ça complétera. Et moi, c'est mon quotidien. Ça fait 1 an et demi que je rejoins la startup où je suis, et tous les jours, encore hier, je suis réintervenu sur des classes que j'avais déjà écrites il y a quelques semaines, quelques mois, et sur lesquelles il manquait quelque chose, il manquait un filtre, il manquait un cas particulier. Mais c'est pas grave, je suis allé rajouter un test et je l'ai complété. Il ne faut pas avoir peur de se dire, et surtout de se dire, je ne vais pas aller vers les tests unitaires ou le TDD parce que je ne suis pas sûr de tout couvrir ou je ne suis pas sûr de savoir tout faire. Commencez déjà par ce que vous savez faire et ce que vous savez que cette classe doit faire. Ok. Et la dernière question, parce que le temps est terminé. Pour ceux qui disent que TDD prend beaucoup de temps, cela a-t-il du sens de les amener à réfléchir au temps à passer à débugger?
Ah oui, alors débugger, oui. Déjà, évidemment, ceux qui ne font pas, qui sont réticents au TDD, de leur dire combien de temps tu passes derrière à débugger ou à traiter les bugs qui reviennent bien plus tard. Parce que le TDD ne va pas nous garantir qu'on n'a plus de bugs, mais va quand même nous aider à franchement en avoir beaucoup moins. Donc ça, c'est quand même un gros retour sur investissement. Ensuite, une chose qui prend du temps, c'est l'apprentissage. Je l'ai dit, c'est long, ça prend du temps. Ce qui est sûr que qui prend du temps, c'est la montée en compétence. La montée en compétence de chaque développeur, la montée en compétence de l'équipe. Plus vite vous y mettrez, et plus vite vous le ferez en équipe, et plus vite vous progresserez, et vous serez à même déjà d'avoir du retour sur investissement. Et à partir de là, le retour sur investissement, il vient très vite. Donc ça veut dire que vous pouvez très bien prendre du temps, et en plus, c'est de votre, j'allais dire, devoir de développeur professionnel de bien travailler. Pour moi, c'est comme ça qu'on travaille bien. Et aussi, pour votre carrière, votre réemployabilité, etc., il faut avoir cette corde à votre arc, c'est absolument indispensable aujourd'hui. Donc, allez vers le TDD, formez-vous entre midi et deux, prenez une heure avec un sandwich et des collègues, et puis faites-vous un petit dojo pour vous exercer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, une fois qu'on a passé ce cap de montée en compétences, pour moi, ça va plus vite. On va plus vite en TDD que sans TDD. Super, merci beaucoup Xavier. Merci à vous, merci à tous. Je reste joignable par les moyens que j'avais montrés tout à l'heure, par mail, par Twitter. Et je vais traîner par là de toute façon pendant les 3 jours. N'hésitez pas à me contacter, à revenir vers moi. Ça me fera plaisir. Et pensez au rôle, même si c'est négatif, ça m'intéresse. Oui, bonne journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir.